Un homme qui n'a jamais perdu une bataille. Peu importe la force de ses ennemis, l'habileté de ses adversaires ou les difficultés du chemin, il sortait toujours victorieux. Cet homme, c'est Miyamoto Musashi, l'une des figures les plus légendaires de l'histoire du Japon, connu comme le samouraï invincible. Musashi était plus qu'un simple guerrier. Il était un maître épéiste, un brillant stratège, un philosophe et un auteur. L'histoire de sa vie est entourée de mystères, d'admiration et de respect, et même des siècles après sa mort, son nom reste synonyme de perfection dans les arts martiaux. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? À une époque où le Japon était un champ de bataille constant entre les seigneurs féodaux, où l'honneur et l'épée déterminaient le destin des hommes et des nations, Musashi s'est élevé au rang de mythe. Il a mené plus de 60 duels à mort et n'en a perdu aucun. C'était un homme qui ne se limitait pas aux règles conventionnelles des samouraïs. Alors que beaucoup suivaient un code de conduite strict, Musashi brisait ces normes, créant son propre chemin, à la fois dans le combat et dans la vie. Cependant, son parcours n'était pas seulement physique. Musashi était aussi connu pour son habileté avec l'épée que pour sa profondeur de pensée. Il croyait que la véritable maîtrise du combat venait de l'esprit, et non de la seule force brute. Il voyait la bataille comme une forme d'art, où chaque mouvement était une danse, chaque pensée une stratégie. Sa vie fut une quête incessante de perfection, tant sur le champ de bataille que dans l'introspection. Tout au long de sa trajectoire, Musashi s'est distingué non seulement en battant ses adversaires, mais en comprenant et en maîtrisant ce qu'il appelait le chemin de la stratégie. Pour lui, l'art de l'épée ne consistait pas seulement à vaincre des ennemis, mais à comprendre profondément soi-même et la nature de l'existence. C'est cette combinaison unique de brutalité et de sagesse, de force physique et de clarté mentale, qui a fait de Miyamoto Musashi une figure incomparable dans toute l'histoire du Japon. Préparez-vous à plonger dans la vie de ce guerrier incomparable, dont la légende résonne encore aujourd'hui. À travers ses exploits, ses batailles et ses enseignements, Musashi a laissé une empreinte indélébile sur le monde, et à chaque récit, son esprit semble se renforcer davantage. Musashi n'est pas né guerrier légendaire. Son parcours a commencé simplement, enraciné dans une enfance qui façonnerait l'homme qu'il deviendrait. Né en 1584 dans un petit village de la province de Harima, le jeune Musashi, dont le nom de baptême était Shinmen Takezo, a été confronté très tôt à la dure réalité de la vie féodale au Japon. Son père, Munisai, était également un épéiste talentueux et un instructeur en arts martiaux, mais la relation entre le père et le fils était distante, marquée par la rigidité et la sévérité. Très tôt, Musashi a été laissé à lui-même. Après la mort de sa mère et plus tard la séparation d'avec son père, il a été élevé par un oncle qui lui a enseigné les bases de l'épée et le bouddhisme zen, qui influenceront plus tard profondément sa philosophie de vie. Cette indépendance précoce a obligé le jeune Musashi à tracer sa propre voie, sans s'attacher aux traditions familiales ou à un maître particulier. L'esprit autodidacte commençait à fleurir, et il se distinguait rapidement comme quelqu'un qui non seulement suivait les règles, mais les questionnait et les adaptait à lui-même. À 13 ans, Musashi a mené son premier duel à mort, un événement qui changerait sa vie à jamais. Son adversaire était un samouraï adulte nommé Harima Kihei, un maître de la lance qui avait défié quiconque osait l'affronter. Contre toute attente, le jeune Musashi accepta le défi. Le combat fut brutal et rapide, et Musashi, malgré son inexpérience et sa jeunesse, battit et tua Harima avec son épée en bois. Ce premier triomphe façonna sa confiance et le plaça sur la voie des duels. Il comprit dès lors que sa vie serait marquée par les confrontations et la surpassement d'adversaires toujours plus puissants. Et vous devez surmonter votre peur du bouton d'abonnement et vous abonner à la chaîne pour suivre les histoires vraies des guerriers et des dynasties les plus légendaires de l'histoire de l'Extrême-Orient. Avec seulement une épée en bois et son astuce,
Musashi a commencé à voyager à travers le Japon à la recherche de nouveaux défis. Cette vie errante, sans maître ni école pour le guider, était inhabituelle parmi les samouraïs de l'époque qui se dévouaient normalement à une famille ou à un clan. Mais Musashi était différent. Il croyait que le véritable apprentissage venait de l'expérience et de l'observation directe, non des livres ou des enseignements formels. Cette quête incessante de connaissances et de compétences pratiques, testées dans des combats réels, a commencé à définir son approche de la vie et des arts martiaux. Musashi a appris très tôt que le combat ne se limitait pas au champ de bataille. Il observait le comportement humain, comprenait les faiblesses des autres et, surtout, les siennes propres. C'est ainsi qu'il a commencé à construire les fondements de son invincibilité. Une combinaison de courage, de technique et d'intelligence, des caractéristiques qui le distinguaient comme quelqu'un destiné à devenir l'un des plus grands guerriers que le Japon ait jamais connu. À 16 ans, Musashi était avide de nouveaux défis. Il savait que les duels étaient le seul moyen de tester et d'améliorer ses compétences. C'est dans cet esprit qu'il entra dans son premier combat véritablement mortel, qui non seulement façonnerait son avenir, mais marquerait également le début de sa réputation d'épéiste invincible. Cette fois, son adversaire était un samouraï expérimenté, un guerrier de renom nommé Tadashima Akiyama, qui se considérait comme un maître imbattable. Akiyama était un combattant qui avait déjà vaincu de nombreux adversaires, et, en acceptant le défi de Musashi, il ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme représente une véritable menace. Le duel fut prévu à l'aube, dans un champ désert, suivant la tradition des samouraïs de combattre avec honneur et discipline. Akiyama, confiant dans ses compétences, entra dans le combat avec une armure complète et un katana étincelant. Musashi, quant à lui, arriva de manière simple, presque désinvolte, portant seulement une épée en bois, défiant une fois de plus les normes traditionnelles de l'époque. Aux yeux des spectateurs, le combat semblait décidé avant même de commencer. Comment un jeune homme sans armure et armé d'une épée en bois pourrait-il affronter un maître samouraï totalement préparé? Mais Musashi avait quelque chose qu'Akiyama n'avait pas, un esprit aiguisé et une compréhension profonde de la stratégie. Dès le début, il perçut l'arrogance et la prévisibilité de son adversaire. Akiyama avança rapidement, croyant que sa force et sa technique suffiraient pour l'emporter facilement. Musashi, cependant, resta calme, attendant le moment opportun pour attaquer. Lorsqu'Akiyama lança son coup fatal, Musashi l'esquiva avec une rapidité surprenante et, d'un mouvement presque imperceptible, frappa Akiyama à la tête avec son épée en bois, le tuant instantanément. Ce duel, plus que tout autre jusque-là, montra au monde du Japon féodal que Musashi n'était pas un jeune homme ordinaire, mais un stratège né, capable de vaincre des adversaires plus forts et plus expérimentés grâce à une combinaison de techniques supérieures et d'un esprit incroyablement affûté. Il ne se contentait pas de battre ses adversaires, il les désarmait psychologiquement, jouant avec leurs attentes, leurs émotions et leurs faiblesses. La victoire sur Akiyama résonna à travers les champs et les villes du Japon, et la renommée de Musashi commença à se répandre. Avec cette victoire, Musashi comprit quelque chose de fondamental sur le chemin du guerrier. Le combat n'était pas seulement une question de compétences physiques, mais une bataille de l'esprit, où l'anticipation des mouvements de l'adversaire et le contrôle de ses émotions étaient des clés de la victoire. À partir de ce duel, il commença à affiner cette philosophie, comprenant que le véritable pouvoir ne venait pas seulement de la force de l'épée, mais de la capacité à voir au-delà du combat physique. Chaque bataille devenait une leçon, un pas de plus dans son parcours d'auto-amélioration. Après cette victoire décisive sur Tadashima Akiyama, Musashi fit quelque chose que peu de samouraïs de son époque auraient osé faire. Il choisit de s'éloigner des traditions rigides de loyauté envers un seigneur féodal. Alors que la plupart des guerriers cherchaient à servir un daimyo et à obtenir une position stable dans une maison de samouraï, Musashi opta pour la voie du guerrier errant. Ce style de vie, connu sous le nom de ronin, était souvent méprisé par les samouraïs établis,
Mais pour Musashi, c'était une opportunité de chercher son véritable objectif, non pas à travers la servitude, mais par la liberté de suivre son propre chemin. Musashi croyait que la véritable force d'un guerrier ne résidait pas seulement dans la loyauté envers un maître, mais dans la quête incessante de la perfection dans les arts martiaux et la stratégie. Il voyait le monde comme son terrain d'entraînement, et les adversaires qu'il rencontrait comme des étapes de son parcours pour devenir l'épéiste le plus habile du Japon. Sans les contraintes de la vie de cour ou la responsabilité de protéger un fief, Musashi pouvait se consacrer entièrement à l'amélioration de ses compétences et à la compréhension des profondeurs de l'esprit et du corps dans le combat. En choisissant la voie du guerrier solitaire, Musashi se distinguait encore plus des samouraïs de son époque. Alors que beaucoup se battaient pour l'honneur et le prestige, lui luttait pour quelque chose de plus intérieur, presque spirituel. Pour lui, chaque duel était une manière de tester non seulement sa force physique, mais aussi sa capacité à penser, à s'adapter et à vaincre. Il commença à développer une philosophie qui allait au-delà du combat traditionnel. L'idée que l'esprit et la stratégie étaient tout aussi importants que l'épée dans la main. Cette période de sa vie marqua également le moment où Musashi commença à affiner ce qui deviendrait plus tard connu sous le nom de style de combat Niten Ichi-Ryu, une méthode qu'il développa et qui défiait les conventions de l'époque. Le style consistait à utiliser simultanément deux épées, un katana, la longue lame traditionnelle des samouraïs, et un wakizashi, l'épée courte. Jusqu'alors, l'utilisation de deux épées en combat était pratiquement inédite. Musashi, cependant, y vit une opportunité d'explorer un nouveau territoire, une nouvelle manière de combattre qui lui donnerait un avantage sur ses adversaires. Mais son chemin n'était pas facile. Musashi faisait face à une opposition constante, tant de la part d'autres guerriers que des normes sociales de son époque. Être un ronin signifiait ne pas avoir de place fixe dans la hiérarchie sociale et politique, ce qui le mettait souvent dans une position vulnérable, tant physiquement que psychologiquement. Cependant, cette liberté lui permettait aussi d'expérimenter et d'innover d'une manière que les samouraïs traditionnels n'auraient jamais osé. Il n'était pas limité par les règles du combat formel, et c'est cette mentalité d'indépendance qui l'a aidé à devenir l'épéiste invincible que nous connaissons aujourd'hui. Musashi parcourait le Japon, défiant des guerriers de différentes écoles et prouvant à maintes reprises que son style, sa philosophie et sa stratégie étaient supérieurs. Il ne cherchait pas l'approbation de ses pairs ou la gloire que poursuivaient tant d'autres guerriers. Pour Musashi, le véritable objectif était d'atteindre la perfection personnelle, et le chemin pour y parvenir passait par la solitude. Chaque pas qu'il faisait, chaque duel qu'il menait, il le faisait en tant que guerrier indépendant, suivant uniquement son propre code. Ce choix de vie, le chemin du guerrier solitaire, fut essentiel pour façonner Musashi en bien plus qu'un simple épéiste. Cela fit de lui une figure légendaire, vivant en dehors des conventions tout en maîtrisant l'art du combat. Avec le temps, l'esprit agité de Musashi commença à chercher des formes de combat plus innovantes. Il avait déjà surpassé les méthodes traditionnelles et sentait que l'art de l'épée avait encore beaucoup à explorer. C'est alors qu'il créa ce qui deviendrait son plus grand héritage technique, le style de combat à deux épées, connu sous le nom de Niten Ichi-Ryu. Cette approche, qui combinait la katana et la wakizashi, remettait en question les normes conventionnelles des combats samouraïs, dans lesquels la plupart des combattants se spécialisaient à utiliser une seule lame à la fois. Cependant, Musashi voyait le champ de bataille comme un espace dynamique, où la vitesse, l'équilibre et la capacité à surprendre l'adversaire étaient essentielles. L'utilisation de deux épées offrait un avantage stratégique. Il pouvait attaquer et se défendre simultanément, créant un flux de combat ininterrompu, ce qui déconcertait et déstabilisait ses adversaires. Tandis que la katana, l'épée longue, était utilisée pour des coups puissants et précis, la wakizashi, l'épée courte, servait pour des contre-attaques rapides, défensives ou offensives,
dans des espaces restreints, comme un complément au mouvement principal. Musashi devenait une tempête d'acier, passant d'une attaque à une autre avec une fluidité que ses adversaires avaient rarement la capacité de suivre. Plus qu'une simple innovation technique, le Nitten Ichi-Ryu reflétait la philosophie personnelle de Musashi. Il croyait que la véritable maîtrise des arts martiaux venait de l'adaptation et de la flexibilité. Pour Musashi, le guerrier qui s'accrochait rigoureusement à une seule technique était voué à l'échec face à un adversaire imprévisible. Il comprenait que la réussite au combat dépendait de la capacité à s'adapter rapidement aux changements dans l'environnement, aux actions de l'ennemi et même aux conditions psychologiques du moment. L'utilisation des deux épées était donc une métaphore de son approche de la vie et du combat. Ne pas être limité par des règles ou des traditions, mais être fluide, polyvalent et implacable. L'impact de cette innovation fut immense. Au cours de ses voyages, Musashi défiait les maîtres des arts martiaux des écoles les plus renommées du Japon, les battant avec son style unique et impénétrable. Ses adversaires étaient souvent des guerriers respectés, formés dans les techniques d'escrime les plus sophistiquées, mais aucun n'était préparé à affronter un homme utilisant deux épées avec une telle habileté et une telle stratégie. Chaque victoire consolidait sa réputation d'invincible, tandis que son style de combat commençait à être reconnu et craint dans tout le Japon. Au-delà de sa technique, Musashi développa également une philosophie du combat, qui transcendait la simple lutte physique. Il enseignait que l'épée était une extension de l'esprit, et que le véritable guerrier devait être en harmonie avec son esprit. Il ne s'agissait pas seulement de remporter des duels, mais de maîtriser soi-même et l'environnement qui nous entoure. Le Nitten Ichi-Ryu était l'expression ultime de cette philosophie. Une fusion de l'esprit et du corps dans un état de préparation absolue, où le guerrier n'était pas limité à une seule voie, mais capable de s'adapter et de surmonter n'importe quelle situation. Musashi commença à enseigner cette philosophie et son style de combat à quelques disciples, mais son approche était profondément introspective. Il croyait que l'essence du combat résidait dans la clarté mentale, l'anticipation et la capacité à voir au-delà de l'évidence. Pour Musashi, l'épée était un véhicule de connaissance de soi, et l'utilisation de deux épées symbolisait l'équilibre parfait entre le corps et l'esprit, l'attaque et la défense, la tradition et l'innovation. Cette approche redéfinissait non seulement les arts martiaux de son époque, mais élevait Musashi à un statut presque mythique, en tant qu'homme qui ne se contentait pas de combattre, mais qui comprenait le combat à un niveau profond et spirituel. Les victoires de Musashi n'étaient pas seulement des légendes, elles étaient des récits détaillés de sa maîtrise du combat qui se répandaient rapidement à travers le Japon. Les duels qu'il a menés tout au long de sa vie faisaient partie de son identité en tant que guerrier invincible, et chaque victoire consolidait sa renommée. L'un des moments les plus fascinants de sa carrière fut sa confrontation avec les maîtres épéistes des grandes écoles d'escrime. Musashi ne se battait pas contre des guerriers ordinaires. Il cherchait les plus habiles, ceux qui étaient considérés comme invincibles dans leur propre tradition, et les défiait, les surpassant de manière décisive. Parmi ses duels les plus notables, il y a eu sa confrontation avec l'école Yoshioka, l'une des plus respectées dans l'art de l'épée. Le clan Yoshioka était célèbre à Kyoto, ayant une longue lignée de maîtres épéistes qui étaient engagés pour former des samouraïs et des seigneurs féodaux. Musashi, décidé à tester ses limites, défia Seijuro, le chef de la famille, dans un duel. La rencontre fut rapide et brutale. Musashi porta un coup unique qui désarma et blessa gravement Seijuro, détruisant sa réputation et, plus tard, le poussant à abandonner la voie du sabre. Cependant, le clan Yoshioka n'accepta pas la défaite facilement. Le frère cadet de Seijuro, Denshichiro, prit la tête du clan et défia Musashi pour venger sa famille. Une fois de plus, Musashi entra en combat, et une fois de plus, il en sortit victorieux, tuant Denshichiro avec une technique précise et mortelle. Ce deuxième triomphe consolida Musashi en tant que force imparable, mais le clan Yoshioka, désormais humilié et enragé,
planifia une vengeance encore plus grande. Ils rassemblèrent des dizaines d'hommes armés et élaborèrent une embuscade pour tuer Musashi une fois pour toutes. Musashi, conscient de l'embuscade, retourna la situation à son avantage. Il arriva sur les lieux de la confrontation avant l'aube, utilisant les ombres pour se cacher et surprendre ses adversaires. Lorsque les hommes du clan Yoshioka étaient prêts à l'attaquer, Musashi avait déjà planifié chaque mouvement. Avec un calme impressionnant, il abattit le jeune chef du clan, Matashi-Chiro, et s'échappa de ses assaillants, consolidant ainsi sa renommée non seulement comme un épéiste imbattable, mais aussi comme un stratège exceptionnel. Cette série de victoires contre le clan Yoshioka détruisit complètement l'une des familles les plus puissantes de Kyoto et montra à tous que Musashi n'était pas un homme à défier à la légère. Un autre duel célèbre fut contre un épéiste nommé Baiken, qui combattait avec une chaîne et une faucille, un style inhabituel et dangereux. Musashi, qui observait toujours attentivement ses adversaires avant le combat, perçut rapidement les faiblesses de la technique de Baiken. La chaîne, utilisée pour désarmer, dépendait de la précision et de la rapidité, mais aussi de la prévisibilité. Musashi, avec son approche fluide et non conventionnelle, désarma Baiken avant que celui-ci ne puisse utiliser efficacement son arme, le battant avec une dextérité qui surprit même les observateurs les plus expérimentés. Ces duels étaient ne plus que de simples victoires. Ils reflétaient la philosophie que Musashi avait cultivée tout au long de sa vie. Il croyait que la stratégie était la clé du succès dans tout combat. Pour lui, gagner n'était pas seulement une question de force ou de compétence à l'épée, mais d'esprit. Chaque duel était une occasion d'étudier le comportement humain, les émotions et les faiblesses de ses adversaires. En battant ses maîtres, Musashi démontrait une compréhension profonde de la nature de la bataille et de la psychologie des guerriers. Parmi tous les duels de Musashi, il y en eut un qui devint le plus légendaire de tous, la confrontation avec Sasaki Kojiro. Ce duel n'était pas seulement une bataille entre deux grands épéistes, mais le point culminant de la carrière de Musashi, un événement qui définirait sa réputation de samouraï invincible et solidifierait sa légende pour les générations futures. Sasaki Kojiro était un guerrier formidable, connu pour son incroyable habileté avec l'épée. Sa technique était si raffinée qu'il gagna le surnom de Tsubame Gaeshi, ou coup de l'hirondelle, en référence au mouvement rapide et mortel de son épée, capable de couper dans différentes directions en un instant. Kojiro était respecté dans tout le Japon, et beaucoup le considéraient comme invincible, tout comme Musashi. Il portait une épée plus longue que la normale, appelée Nodashi, ce qui lui donnait un avantage en termes de portée. Confiant dans ses compétences, Kojiro défia Musashi pour un duel. Le duel fut prévu sur une petite île, Ganryu-jima, et les attentes étaient immenses. Des guerriers de tout le Japon attendaient avec impatience de voir qui sortirait victorieux de cette confrontation épique. Le jour du duel, Musashi, comme toujours, utilisa son esprit affûté autant que son épée. Il arriva sur les lieux avec plusieurs heures de retard, ce qui était inhabituel et considéré comme irrespectueux dans le monde des samouraïs. Mais Musashi avait un but. Il savait que ce retard provoquerait Kojiro, qui deviendrait frustré et impatient, deux émotions qui pourraient le déséquilibrer pendant le combat. Lorsqu'il arriva enfin, Musashi apporta avec lui une épée fabriquée à partir d'une rame de bateau qu'il avait sculptée en chemin vers l'île. Encore une fois, il était prêt à défier les conventions. La plupart des samouraïs auraient été offensés de voir une arme improvisée. Mais pour Musashi, l'improvisation était l'une de ses plus grandes forces. En entrant sur le champ de bataille, il remarqua que Kojiro était déjà visiblement irrité par l'attente. Cela donna à Musashi un avantage psychologique immédiat. Lorsque le duel commença, Kojiro dégaina rapidement sa longue épée et avança avec confiance, croyant que son coup Tsubame Gaeshi suffirait à mettre fin à Musashi. Mais Musashi, avec son calme caractéristique, réussit à éviter l'attaque mortelle par un mouvement agile et précis. En un seul contre-attaque rapide, il porta un coup fatal à la tête de Kojiro, l'abattant avant même qu'il ne puisse réagir.
Le duel se termina presque aussi vite qu'il avait commencé, laissant tous les spectateurs sous le choc. Cette victoire fut plus qu'un simple triomphe physique. Elle représenta l'apogée de la stratégie de Musashi, qui ne se limitait ni à la force brute, ni à la compétence technique. Musashi avait vaincu Kojiro non seulement avec son épée, mais aussi avec son esprit. Il avait manipulé les circonstances pour créer une situation où il avait un contrôle total, et Kojiro, bien que très habile, fut incapable de surpasser la maîtrise stratégique de Musashi. Ce combat devint l'un des moments les plus célébrés de la vie de Musashi, et pour beaucoup, confirma son invincibilité. Après la mort de Kojiro, Musashi se retira progressivement des duels mortels. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ses victoires parlaient d'elles-mêmes, et le nom de Miyamoto Musashi devint synonyme de perfection dans les arts martiaux. Cependant, le duel avec Sasaki Kojiro marqua un tournant dans sa vie. Ce fut le dernier grand affrontement qu'il mena, et à partir de ce moment-là, son chemin se concentra moins sur la défaite des adversaires et davantage sur la compréhension profonde de la stratégie, de l'esprit et de la réflexion. Musashi s'était prouvé être le plus grand épéiste de son époque, battant les meilleurs guerriers que le Japon avait à offrir, y compris celui que beaucoup considéraient comme son égal. Avec sa victoire sur Kojiro, il scella son destin en tant que légende immortelle, dont le nom résonnerait à jamais dans l'histoire des samouraïs et des arts martiaux. Et ainsi, avec ce duel, le chemin de Musashi ne se focalisait plus sur la démonstration de sa force, mais sur l'exploration des profondeurs de sa philosophie et de sa sagesse. Après le légendaire duel contre Sasaki Kojiro, Musashi commença à s'éloigner du chemin des duels mortels et à s'engager dans une quête plus introspective, centrée sur la compréhension de la stratégie et de la philosophie. Il savait que, bien que son corps ait maîtrisé l'épée, son esprit avait encore beaucoup à explorer. Ce fut durant cette période de transition que Musashi commença à mettre ses idées par écrit, consolidant ses pensées et ses enseignements dans une œuvre qui deviendrait l'un des livres les plus influents de l'histoire des arts martiaux. Le livre des 5 anneaux. Go-rin no Sho. Ce livre, écrit dans les dernières années de sa vie, n'était pas seulement un manuel de combat, mais une véritable philosophie de vie, applicable non seulement aux guerriers, mais à toute personne cherchant à exceller dans son métier. Musashi divisa l'œuvre en 5 chapitres, représentant les éléments de la nature: terre, eau, feu, vent et vide. Chacun de ces éléments symbolisait un aspect différent de l'art de la stratégie, mais reflétait également les principes que Musashi avait appliqués tout au long de sa vie et de ses batailles. Le livre de la terre posait les fondations du chemin de l'épée, expliquant que, tout comme la terre est solide et fondamentale, le guerrier doit construire une base ferme de connaissances et de compétences avant de tenter quoi que ce soit de plus avancé. Ici, Musashi soulignait l'importance de la posture, de la base physique et mentale, et de l'équilibre, non seulement dans le combat, mais dans tous les aspects de la vie. Dans le livre de l'eau, Musashi introduit le concept de fluidité. L'eau peut s'adapter à n'importe quelle forme, tout comme un guerrier doit être flexible et capable de s'ajuster à n'importe quelle situation. Musashi croyait que, pour maîtriser le combat, il était essentiel de ne pas s'attacher à une seule technique, mais d'être toujours en mouvement, toujours en train de changer, comme l'eau qui coule. Le livre du feu représentait l'essence du combat réel. Le feu signifie destruction, action et l'intensité de la confrontation. Dans ce chapitre, Musashi décrit l'importance de la détermination, de l'agressivité contrôlée et d'attaquer au bon moment, sans hésitation. Il explore l'idée que, tout comme le feu consume tout sur son passage, le guerrier doit être prêt à détruire l'esprit de son adversaire, attaquant ses faiblesses avec précision. Dans le livre du vent, Musashi critique les autres styles de combat de son époque. Il analyse différentes écoles d'escrime et en montre les limites. Pour lui, le vent représentait le mouvement des idées,
et Musashi croyait que la plupart des écoles d'escrime étaient emprisonnées dans des traditions et des méthodes qui, bien qu'efficaces, limitaient la liberté et la créativité dans le combat. Mais le chapitre le plus profond et énigmatique du livre des 5 anneaux est le livre du vide. Dans ce dernier, Musashi explore l'idée que le véritable maître doit rechercher le vide, un état d'esprit où il n'y a pas de pensée consciente de la technique, mais une union parfaite entre le guerrier et son épée. Pour Musashi, le vide n'était pas une absence, mais un état de plénitude où l'esprit et le corps sont en parfaite harmonie, permettant au guerrier d'agir sans hésitation et avec une précision parfaite. C'est un concept profondément spirituel qui reflète l'évolution de Musashi, de guerrier à philosophe. Musashi croyait qu'en comprenant ces 5 éléments, n'importe qui pouvait appliquer les mêmes principes de stratégie et de combat pour atteindre la maîtrise dans sa propre vie, que ce soit en tant que guerrier, artisan ou même dirigeant. Il ne voyait pas l'épée simplement comme une arme, mais comme un chemin vers la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Son livre n'était pas destiné uniquement aux samouraïs, mais à toute personne cherchant à comprendre le véritable sens de la stratégie. Avec le livre des 5 anneaux, Musashi a laissé un héritage qui transcende sa propre vie. Ses enseignements, bien que basés sur l'épée, s'appliquent à tous les champs de bataille, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Il enseignait que la véritable victoire ne vient pas de la force ou de la technique seule, mais de la capacité à voir au-delà du combat, à comprendre l'esprit de l'adversaire et surtout à se connaître soi-même. Cet héritage littéraire et philosophique a immortalisé Musashi comme bien plus qu'un épéiste invincible. Il est devenu un sage, un stratège, dont les enseignements continuent d'influencer aussi bien les guerriers que les dirigeants et les penseurs du monde entier, des siècles après sa mort. Dans les derniers mois de sa vie, Musashi se retira dans une grotte appelée Reigando, dans la province de Kumamoto. C'est là, dans une solitude complète, qu'il acheva l'écriture du livre des 5 anneaux, sachant que ces mots seraient son dernier cadeau au monde. Il savait que sa santé déclinait, et avec un esprit clair et un cœur en paix, il se prépara à sa propre mort de la même manière qu'il avait vécu, avec précision, stratégie et sagesse. Il passa ses journées en profonde méditation, réfléchissant aux enseignements qu'il avait cultivés tout au long de sa vie et méditant sur le cycle de la vie et de la mort, un thème auquel il avait souvent été confronté sur les champs de bataille. En 1645, à l'âge de 61 ans, Musashi mourut à Reigando, laissant derrière lui un héritage qui résonnerait à travers les siècles. Son corps physique avait disparu, mais sa légende resta vivante, grandissant avec le temps. Les récits de ses victoires, ses philosophies et son œuvre continuent d'inspirer les guerriers, les penseurs et les dirigeants à travers le monde. L'esprit de Musashi a transcendé la vie mortelle, devenant immortel dans les récits, les enseignements et les arts qu'il a laissés en héritage. Aujourd'hui, Musashi n'est pas seulement rappelé comme un épéiste invincible, mais comme un symbole de discipline, de concentration et de sagesse. Sa vie nous enseigne que la véritable maîtrise vient de l'équilibre entre le corps et l'esprit, et que le chemin du guerrier est, avant tout, un chemin d'amélioration de soi. Il ne se contentait jamais de la simple victoire. Il cherchait à comprendre ce qui allait au-delà de la victoire, ce que signifiait non seulement vaincre l'ennemi, mais aussi se maîtriser soi-même. Miyamoto Musashi a vécu comme un guerrier, mais il est mort comme un philosophe. Son nom, sa légende et ses leçons sur la stratégie et la vie résonnent encore aujourd'hui, non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Même des siècles après, il demeure un modèle pour ceux qui cherchent l'excellence, l'autosuffisance et la clarté d'esprit. Musashi est et restera toujours le symbole du guerrier invincible, dont la véritable puissance ne résidait pas seulement dans l'épée qu'il brandissait, mais dans l'esprit et le cœur qui guidaient ses mouvements. Si vous êtes passionné par les batailles,
et les guerriers qui ont marqué l'histoire du monde. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez pour ne manquer aucune vidéo sur l'histoire vraie de ces personnages légendaires. À la prochaine vidéo.